You know you are quite a decorator. It's amazing what you did for such a modest butt. But that's why we gotta stick together. You gotta let me stay. In a swamp. I put up signs. I'm a terrified. Knows where this Farquaad guy. This guy Farquaad right now. And gets you all off my land and. Be fair to magic. Don't you hate it? Like sushi and hot tubbing anytime. Getting caught in the rain. Yours for the rescue. Be Lord Farquaad's castle. Rest in peace. Shall have the honor. No, no, the privilege. All right then. Congratulations. What kind of quest? The amount of sun they get all brown starts rattling white. And yes, end of story. Bye bye. See, I like that, man. They always have layers. Okay, fine. I don't have time for this. You go. I read it in a book once. Because that is one dazzling spot. Yum. Awaiting a night so bold as. Il y a, au commencement de Shrek, une lecture que son héros ne supporte plus. Dans son marais, seul et parfaitement satisfait de l'être, il ouvre un livre de contes. Une princesse attend son sauveur, un château brille au loin, un baiser promet une vie idéale. Shrek referme le livre avec un rire méprisant. Pour lui, les histoires de royaumes, de chevaliers et de bonheur éternel sont faites pour les autres, ceux qui aiment les châteaux propres, les jardins alignés et les gens capables de sourire sans méfiance. Lui préfère la boue, le calme, les panneaux qui avertissent les visiteurs qu'ils risquent d'y perdre la tête. En quelques secondes, le film pose sa première blague et son idée la plus durable. Ce monde connaît par cœur les contes de fées, mais il a oublié de demander ce qu'ils font à ceux qui ne correspondent pas à l'image imprimée dans leurs livres. Shrek n'est pas un monstre qui cherche à être compris. Au début, il a même organisé son existence pour que personne n'essaye. Quand des villageois viennent le traquer la nuit avec des fourches et des torches, il les laisse s'approcher, surgit dans la fumée et les terrorise avec un plaisir évident. Il sait exactement quel rôle les humains lui attribuent, et il s'en sert comme d'une clôture. Leur peur lui évite les conversations, les jugements et les déceptions. Dans son marais, chaque chose a une fonction. La boue sert de bain, les insectes de repas, les oreilles de cire d'outils ménagers. Rien n'est élégant, mais tout est à lui. Cette tranquillité ne dure pas. À Duloc, le petit royaume voisin, Lord Farquaad a décidé de débarrasser son territoire de toutes les créatures de conte. Les fées, les elfes, les loups, les sorcières, les marionnettes et les animaux parlants n'entrent pas dans la vision très ordonnée qu'il se fait de son futur royaume. Ils ont donc été rassemblés, évalués comme des marchandises, puis vendus ou expulsés. Le film insiste sur l'absurdité de cette opération. Un univers merveilleux devient soudain une administration de la pureté, avec des cages, des listes et des fonctionnaires qui pèsent le prix de chacun. Farquaad n'apparaît d'abord qu'à travers les conséquences de sa décision. Un petit groupe de personnages de contes se retrouve dans le marais de Shrek, parce que c'est là que les soldats les ont déposés. Pinocchio, les 3 petits cochons, le grand méchant loup, les 3 souris aveugles, la fée Clochette et beaucoup d'autres occupent la maison du géant, mangent sa nourriture, dorment dans son lit et bouleversent son espace. Ils ne sont pas venus pour l'envahir par cruauté. Ils n'ont simplement plus aucun endroit où aller. Mais Shrek ne voit d'abord que ce qu'ils lui prennent. Le silence, l'isolement, l'ordre qu'il avait réussi à imposer autour de lui. Le premier vrai changement de sa vie arrive sous la forme d'un âne qui parle trop vite. L'âne vient d'échapper aux hommes de Farquaad grâce à sa capacité à parler. Une qualité qui aurait dû le rendre magique et précieux, mais qui le rend surtout dangereux aux yeux de ceux qui veulent contrôler le royaume. Quand Shrek le sauve d'une poursuite, l'âne est persuadé d'avoir trouvé un ami. Shrek, lui, considère qu'il a seulement évité qu'une foule bruyante se fasse dévorer. Le décalage entre eux est immédiat. L'âne répond à chaque grognement, remplit chaque silence et transforme le moindre trajet en conversation. Shrek tente de lui faire comprendre que son marais n'est pas un lieu accueillant. L'âne entend plutôt une invitation hésitante. Cette rencontre paraît d'abord fonctionner comme un duo comique très simple, l'ogre taciturne contre le compagnon incapable de se taire. Pourtant,
Elle expose déjà la faiblesse de Shrek. Il sait effrayer les inconnus, repousser les intrus et défendre son territoire. En revanche, il ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui refuse poliment de le craindre. Lan le trouve impressionnant, certes, mais il ne l'observe pas avec le dégoût auquel Shrek s'attend. Il veut être près de lui, simplement parce qu'il est seul et qu'il a besoin d'un allié. Cette affection mal placée oblige Shrek à se confronter à une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. Être vu sans être immédiatement rejeté. Quand les créatures de conte lui expliquent que Farquaad est responsable de leur exil, Shrek fait un calcul très concret. Il n'a pas besoin de devenir leur protecteur ni de s'intéresser à leur sort. Il suffit d'aller à Duloc, de récupérer son marais et de leur demander de partir. Toute la logique du récit tient alors dans cette frontière qu'il veut rétablir. Il accepte de quitter son territoire non parce qu'il veut le monde, mais parce qu'il veut pouvoir l'oublier à nouveau. Lan se joint au voyage sans attendre son autorisation, convaincu qu'ils forment désormais une équipe. Shrek proteste, puis avance. C'est déjà sa manière de céder. Il ne formule jamais son attachement. Il arrête simplement de repousser quelqu'un assez longtemps pour que la route continue à deux. Le contraste entre le marais et Duloc donne au film une de ses idées visuelles les plus mordantes. Shrek vit dans un désordre organique, sale mais vivant. Duloc, au contraire, est propre au point d'en devenir inquiétant. Les rues sont vides, les bâtiments impeccables, les soldats parfaitement alignés. Le royaume ressemble moins à un lieu habité qu'à une attraction fabriquée pour rassurer son dirigeant. Même l'entrée organise le bonheur comme une consigne. Les visiteurs sont invités à applaudir, à sourire, à se tenir au bon endroit. Pour Shrek, qui n'a aucun talent pour les cérémonies, cet univers est presque plus hostile que la forêt. Farquaad, lui, cherche à devenir roi. Il possède Duloc, une armée et l'autorité d'un tyran local, mais il n'a pas de couronne légitime. Le miroir magique lui explique qu'il doit épouser une princesse afin d'obtenir le titre qu'il désire. Le miroir lui présente plusieurs candidates comme dans un jeu de choix frivole. Farquaad sélectionne Fiona, enfermée dans une tour gardée par un dragon, non parce qu'il la connaît ou parce qu'il se soucie d'elle, mais parce que son image de princesse convient au décor de son ambition. Il ne cherche pas une personne. Il cherche le dernier élément qui manque à la vitrine. Avant d'envoyer quelqu'un la chercher, Farquaad doit déterminer qui sera assez inconscient pour traverser la forteresse. Il organise donc un tournoi. Shrek et Lan arrivent au moment où des chevaliers se préparent à combattre pour obtenir l'honneur de sauver Fiona. Shrek ne veut pas être choisi. Il veut parler à Farquaad et récupérer son marais. Mais le souverain, installé en hauteur comme s'il regardait un spectacle privé, comprend très vite comment utiliser cet intrus gigantesque. Il promet que la récompense reviendra au vainqueur. Shrek écoute ce mot avec une attention nouvelle. S'il gagne, peut-être que Farquaad sera obligé de lui rendre ce qui lui appartient. La bataille renverse la scène attendue des contes. Les chevaliers, brillants dans leurs armures, forment normalement le camp de la noblesse et de la bravoure. Ici, ils deviennent une troupe ridicule face à un ogre qui ne respecte aucune règle de présentation. Shrek les met hors d'état de continuer avec une efficacité brutale mais joyeuse, tandis que Lan transforme l'affrontement en encouragement de stade. Farquaad n'est pas satisfait de voir ses hommes humiliés, mais il reconnaît l'utilité du résultat. Il propose un marché. Shrek ira chercher Fiona, et Duloc débarrassera ensuite son marais de toutes les créatures exilées. Shrek accepte immédiatement. C'est important, parce que l'accord lui permet de croire qu'il garde le contrôle de sa vie. Il ne part pas sauver une princesse par générosité. Il accomplit une mission désagréable pour retrouver sa solitude. Lan, lui, ne s'intéresse pas à cette nuance. Il veut voir un château, un dragon, une princesse et peut-être un héros devenir réellement héroïque. Sa présence ajoute de la légèreté, mais elle prépare aussi le regard que le film portera sur Shrek. À chaque étape, Lan interprète l'ogre mieux que l'ogre ne s'interprète lui-même. Le trajet vers le château de Fiona commence par une série de disputes ordinaires. Lan parle de la route, du ciel, de la faim et de toutes les choses qui peuvent être dites parce qu'elles viennent à l'esprit. Shrek lui répète qu'il préfère le silence. Mais le film ne traite jamais ce silence comme une pure qualité. Il protège Shrek sans doute, mais il le coupe aussi du monde. Chaque fois que Lan tente une question plus personnelle, l'ogre répond par une menace, une blague agressive ou une phrase qui ferme la discussion. Il peut traverser une forêt pleine de dangers. Il ne peut pas encore supporter qu'on lui demande ce qu'il ressent. Le château de Fiona porte les signes reconnaissables du conte classique. Une tour surgit au-dessus de la lave, une passerelle fragile relie l'entrée à la prison, et un dragon attend l'arrivée du chevalier. Tout semble organisé pour produire la version noble de la légende. Le problème est que les personnes qui entrent dans cette histoire ne se comportent pas comme prévu. Lan panique avant même d'atteindre le pont. Shrek avance sans cérémonie, coupe ses chaînes quand elles gênent et ne semble pas impressionné par la mise en scène. La grandeur du décor le laisse froid parce qu'il ne croit pas avoir sa place dans ce genre d'aventure.
Le pont suspendu donne au film l'occasion de jouer avec la peur de l'âne et l'assurance de Shrek. L'âne veut que son compagnon reconnaisse que la situation est terrifiante. Shrek refuse, puis le provoque, comme s'il pouvait rendre la peur supportable en la transformant en défi. Lorsqu'il traverse, la passerelle vacille au-dessus de la lave. L'âne se retrouve bloqué au milieu, incapable d'avancer ou de revenir. Shrek finit par l'aider, non avec un discours rassurant, mais avec cette patience bourrue qui commence à apparaître sous ses répliques. Il se moque de lui, mais il ne le laisse pas tomber. Chez Shrek, le soin arrive toujours avant les mots qui pourraient l'avouer. À l'intérieur du château, les choses se compliquent encore. Le dragon attaque, séparant les deux compagnons. Shrek cherche Fiona pendant que l'âne, coincé face à la créature, découvre qu'elle est sensible à l'attention qu'on lui porte. Cette idée est si absurde qu'elle devient la solution. Au lieu de devenir son repas, l'âne est adopté par le dragon. La scène n'annule pas le danger, mais elle désamorce la logique habituelle du monstre. Le dragon n'est pas seulement une bête à vaincre. Elle est une créature isolée, enfermée dans le même décor que Fiona. Et l'âne est le premier à lui parler comme à quelqu'un d'autre qu'un obstacle. Pendant ce temps, Fiona attend le moment qu'elle a imaginé pendant des années. Elle a préparé sa robe, son geste de reconnaissance, son regard de princesse réveillée. Quand Shrek entre dans sa chambre, elle est couchée, immobile, attendant une scène solennelle. L'ogre ne comprend rien à ce rituel. Il est pressé, le château brûle presque derrière lui, le dragon peut revenir, et il veut repartir au plus vite. Fiona ouvre les yeux, voit un casque plutôt qu'un visage, puis exige le baiser qui doit compléter le sauvetage. Shrek enlève son casque, et la scène attendue s'effondre. Son chevalier n'est pas le bel homme du livre. C'est un ogre vert, massif, impatient, qui lui demande de venir immédiatement. La réaction de Fiona est moins une peur qu'une colère de voir son scénario détruit. Elle ne sait pas encore qui est Shrek, mais elle sait qu'il ne correspond pas au sauveur qu'elle espérait. Elle lui reproche son manque de politesse, son absence de romantisme, son refus d'obéir aux étapes obligatoires du conte. Shrek ne comprend pas pourquoi elle insiste autant. Il a risqué sa vie pour entrer dans le château. Pour lui, le reste est secondaire. Cette collision entre eux est le cœur comique de leur relation. Fiona réclame une forme. Shrek répond avec un fait. Elle veut une procession. Lui veut sortir vivant. Lorsque le dragon revient, tous les principes deviennent inutiles. Fiona doit courir, grimper, se battre et suivre cet ogre qu'elle jugeait incapable d'être un héros. Shrek la tire hors du danger sans chercher à paraître noble. Il réussit parce qu'il agit, pas parce qu'il tient la bonne posture. L'âne, de son côté, échappe au dragon par une combinaison de panique, de flatterie et de chance. À la fin, les 4 personnages ont déjà échappé au rôle que l'histoire leur attribuait. Le chevalier est un ogre. La princesse doit se sauver elle-même autant qu'elle est sauvée. Le dragon peut aimer. Et le compagnon peureux devient indispensable. Une fois dehors, Shrek considère la mission terminée. Il annonce à Fiona qu'ils vont la remettre à Farquaad, recevoir la récompense et se séparer. Pour elle, c'est une insulte de plus. Elle n'a pas été tirée d'une tour pour être remise à un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Mais son imaginaire lui donne une autre lecture de la situation. Farquaad est certainement le prince qui l'attend. Shrek ne corrige pas cette illusion, parce qu'il ne se soucie pas de ce qui se passera après l'échange. Le voyage de retour commence donc avec 3 personnes qui ne cherchent pas la même chose. Shrek veut son marais, Fiona veut l'histoire parfaite. L'âne veut que tout le monde cesse de se faire du mal pendant assez longtemps pour devenir amis. La première nuit, Fiona disparaît avant le coucher du soleil et s'enferme dans une grotte. Elle invoque une excuse maladroite, comme si elle avait besoin d'intimité pour entretenir un mystère. Shrek et l'âne remarquent surtout qu'elle veut rester seule. Le film ne dévoile pas encore pourquoi. Il laisse seulement apparaître une inquiétude qui contraste avec la confiance de princesse qu'elle affichait plus tôt. Fiona est capable de donner des ordres, de rappeler les règles du conte et de corriger les manières de Shrek. Mais quand le jour finit, elle devient soudain pressée, nerveuse, presque coupable. Le lendemain, le voyage révèle une Fiona bien plus libre que celle qui attendait dans sa tour. Elle se plaint, certes, mais elle sait aussi se défendre. Lorsque Robin des Bois et sa bande l'arrêtent dans la forêt pour une sérénade trop assurée, Fiona ne se contente pas d'attendre que Shrek intervienne. Elle utilise les mouvements de ses assaillants contre eux et les met rapidement hors de combat. Shrek et l'âne regardent la scène avec surprise. L'âne est ravi parce qu'il vient de découvrir que la princesse peut être dangereuse. Shrek, lui, ne le dit pas, mais quelque chose se déplace. Fiona cesse d'être uniquement la récompense d'un marché. Elle devient quelqu'un qu'il ne sait pas encore classer. Cette séquence ne sert pas seulement à faire rire des habitudes de conte. Elle révèle que Fiona a passé des années à apprendre comment une princesse doit se tenir, alors que son instinct la pousse vers l'action, la force et le désordre. Elle connaît les chansons, les poses et les attentes romantiques. Pourtant, elle sait aussi grimper, frapper et trouver du plaisir dans une victoire peu élégante.
Avec Shrek, elle découvre un espace où cette contradiction n'est pas immédiatement punie. Il ne lui demande pas de rester délicate. Il est trop occupé à survivre à son énergie pour lui imposer une image. Le repas du soir fait avancer leur relation d'une manière plus discrète. Shrek cuisine avec ce qu'il trouve. Fiona commence par être dégoûtée, comme si chaque assiette confirmait qu'elle voyage avec un monstre sans éducation. Puis la faim, la fatigue et la simplicité de l'instant l'emportent. Elle mange avec eux. L'âne plaisante, Shrek répond à moitié, Fiona se laisse peu à peu entraîner. Ce n'est pas une grande scène romantique. C'est précisément ce qui la rend importante. Elle ne se construit pas autour d'un geste noble, mais autour de trois personnes qui partagent un repas improbable parce qu'elles sont loin de tout le reste. La nuit, autour du feu, l'âne raconte une version de lui-même plus vulnérable. Il a toujours été bavard, mais son bavardage cache surtout sa peur d'être seul. Shrek, qui se croit meilleur sans personne, réagit avec irritation. Pourtant, lorsque l'âne lui demande pourquoi il tient tant à repousser tous ceux qui viennent à lui, l'ogre donne pour la première fois une réponse réelle. Les gens le regardent, s'attendent à ce qu'il soit monstrueux, puis le rejettent avant de savoir qui il est. Alors il préfère les effrayer d'abord. C'est plus simple. C'est aussi plus sûr, parce que personne ne peut lui faire mal s'il a déjà décidé que personne n'a le droit d'approcher. L'image qu'il choisit pour expliquer cela est celle d'un oignon. Les ogres, dit-il, ont des couches. L'âne se moque de la comparaison, propose d'autres aliments et rate évidemment le point. Mais Shrek ne parle pas seulement de son caractère. Il décrit une stratégie de survie. Sous la couche de la colère se trouve la méfiance. Sous la méfiance, une honte qu'il ne nomme pas. Et sous cette honte, le désir très ordinaire d'être accepté sans devoir se transformer en quelqu'un d'autre. Le film ne transforme pas cette confession en leçon pesante. Elle se termine par une plaisanterie. Mais à partir de là, l'âne sait que le cynisme de Shrek ne vient pas d'une absence de cœur. Il vient d'un cœur qui a appris à se cacher. Fiona entend une partie de cette conversation depuis sa cachette. Elle ne se montre pas, mais elle comprend que Shrek ne joue pas seulement au dur. Lui aussi vit avec un secret, même s'il est visible pour tout le monde. Cette proximité entre eux est encore fragile. Fiona regarde Shrek comme quelqu'un de rude, mais aussi comme une personne qui sait ce que signifie être définie par son apparence. Elle ne peut pas encore lui dire pourquoi cela la touche. À l'aube, elle redevient la princesse que les autres attendent, avec ses gestes précis et sa bonne humeur forcée. La route continue et la comédie prend un rôle essentiel. Shrek n'est jamais laissé seul assez longtemps pour se transformer en héros mélancolique. L'âne le ramène au sol, Fiona le surprend, le monde extérieur lui impose des situations absurdes. Même les scènes les plus tendres sont trouées par une plaisanterie, un repas étrange ou une dispute sur la manière de faire les choses. Cette légèreté ne réduit pas les émotions. Elle les rend plus crédibles. Shrek n'est pas soudain devenu un homme de roman. Il apprend par petits gestes, par maladresse, par le simple fait qu'il commence à attendre la présence des deux autres. Fiona, elle, se trouve de plus en plus à l'aise avec cette vie non planifiée. Elle chante pour faire éclore un œuf au petit matin, transforme les restes de la nature en petit déjeuner et rit avec l'âne de choses qu'elle aurait probablement jugé indigne d'une princesse quelques jours plus tôt. Chaque moment agréable l'éloigne de la tour et de l'avenir préparé pour elle. Pourtant, elle garde le compte du temps. À mesure que Duloc approche, elle se persuade que le mariage avec Farquaad remettra tout en ordre. C'est là que son désir devient plus intéressant. Elle ne veut pas forcément cet homme. Elle veut que sa vie ressemble enfin à la promesse qui l'a tenue captive pendant des années. Shrek commence à ressentir ce qu'il ne veut pas reconnaître. Il apprécie Fiona, mais cette appréciation le rend immédiatement nerveux. Si elle choisit Farquaad, le voyage prendra fin et son marais redeviendra silencieux. Au début, c'était son objectif. Désormais, l'idée lui laisse un vide qu'il ne sait pas interpréter. Il ne sait pas comment demander à quelqu'un de rester. Il ne sait même pas comment admettre que cette personne compte. Alors il se réfugie dans les remarques sèches, comme si la moquerie pouvait effacer ce qui est en train de naître. Le film prend le temps de laisser leurs ressemblances apparaître sans les transformer en déclarations. Fiona aime se battre, manger sans cérémonie, rire trop fort et bousculer les attentes. Shrek, qui s'était construit contre tous les regards, découvre chez elle une liberté qu'il reconnaît avant de l'admettre. Elle, qui croyait devoir attendre un prince, découvre que le premier être avec qui elle peut manger, plaisanter et se sentir active n'est pas du tout celui que son conte lui avait promis. Leur relation fonctionne parce qu'aucun des deux ne possède encore le langage pour la définir. Ils sont simplement bien ensemble. Et cela suffit à rendre la séparation imminente douloureuse. Un soir, Fiona et Shrek observent le ciel. La scène pourrait basculer dans un romantisme très classique. Le film la garde au contraire dans une forme de sincérité étrange. Fiona dit qu'elle aimerait voir Duloc, et Shrek lui répond avec une image grossière. Elle sourit quand même. Ce qui change n'est pas le décor, mais la manière dont chacun reçoit l'autre. Fiona ne cherche plus à corriger Shrek à chaque phrase.
Shrek ne cherche plus à la repousser. Leurs plaisanteries deviennent un langage commun. Cette évolution atteint son point le plus clair lorsqu'ils arrivent près d'un moulin et que Fiona, épuisée, s'isole avant la nuit. L'âne la surprend alors dans sa véritable forme. À la tombée du jour, la princesse devient une ogresse. La métamorphose n'est pas présentée comme une nouvelle puissance glorieuse. Fiona en a honte. Elle explique qu'un sort l'a condamnée à changer chaque nuit, jusqu'au baiser de son véritable amour. Elle a grandi en croyant que ce baiser lui rendrait son apparence humaine pour toujours. Toute son attente de prince, toute sa préparation de mariage, tout son besoin de respecter le comte viennent de là. Elle ne veut pas seulement être aimée, elle veut être délivrée de la version d'elle-même qu'on lui a appris à craindre. L'âne, après la surprise, ne la rejette pas. Il est même plus utile que Shrek ne pourrait l'être à cet instant, parce qu'il réagit d'abord à ce qu'elle est. Fiona, toujours aussi volontaire, toujours aussi capable de le faire rire, seulement avec une autre silhouette. Elle lui rappelle qu'elle reste elle-même. C'est une vérité simple, mais elle n'est pas facile à accepter pour Fiona. Sa peur ne dépend pas uniquement de la réaction des autres. Elle dépend de ce qu'elle a fini par croire d'elle-même. Shrek n'entend pas cette conversation depuis le début. Il arrive à un moment où Fiona parle de sa forme d'ogresse avec dégoût et se demande qui pourrait aimer une créature aussi affreuse. Il pense qu'elle parle de lui. Tout ce qu'il redoutait revient alors d'un seul coup. Même la personne avec qui il venait de se sentir proche le juge finalement comme le monde le juge toujours. Il repart avant de voir le visage de Fiona, avant d'entendre le reste de son secret, avant de laisser l'âne lui expliquer. Cette erreur est douloureuse parce qu'elle est parfaitement cohérente avec Shrek. Il n'a pas entendu la vérité, mais il a entendu exactement ce qu'il s'attendait à entendre. Son réflexe est plus fort que ce qu'il a vécu avec Fiona. Il préfère conclure qu'elle le méprise plutôt que de courir le risque de découvrir qu'il s'est trompé. Cette décision ne vient pas d'une méchanceté soudaine. Elle vient de l'armure qu'il porte depuis le premier plan. Le problème est que cette armure, conçue pour lui éviter la douleur, vient maintenant de blesser quelqu'un qu'il aime. Le lendemain, Shrek devient froid. Il annonce qu'il va chercher Farquaad et que Fiona doit se préparer pour le mariage. Elle ne comprend pas ce changement, mais elle sent qu'il s'est refermé. Jusqu'ici, leur différence produisait des disputes vivantes. Cette fois, Shrek ne plaisante plus. Il ne regarde plus Fiona comme avant. Elle imagine qu'il a fini par se lasser d'elle, alors qu'il est en réalité en train de fuir ce qu'il ressent. La route vers Duloc, qui semblait devenir une aventure partagée, reprend soudain la forme d'une livraison. Farquaad arrive avec une escorte, après avoir vu Fiona dans le miroir et décidé de hâter son mariage. Il ne demande rien sur son voyage, ne remercie pas Shrek, ne s'intéresse pas aux dangers qu'elle a traversés. Il voit une princesse conforme à son projet, descend de son cheval avec une élégance calculée et annonce la cérémonie pour le soir même. Fiona, blessée par le retrait de Shrek et paniquée par l'approche de la nuit, accepte. Elle tente encore de dire qu'il faudrait peut-être attendre. Farquaad refuse. Il veut un mariage rapide parce qu'il veut son titre rapidement. Même ici, il ne regarde pas Fiona. Il regarde l'heure. Shrek reçoit l'ordre attendu. Son marais sera débarrassé de ses nouveaux habitants. Il a enfin obtenu ce pourquoi il était parti. Pourtant, lorsqu'il regarde Fiona quitter la route avec Farquaad, sa victoire a la couleur d'une défaite. Il n'a pas été rejeté. Il n'a même pas essayé de parler. En décidant à sa place de ce qu'elle ressentait, il a fait exactement ce qu'il reproche au monde. Il a réduit quelqu'un à une apparence et à une phrase incomplète. L'âne est furieux. Il ne comprend pas pourquoi Shrek a envoyé Fiona vers Farquaad alors qu'il est évident pour lui que les deux sont amoureux. Shrek répond par des insultes et tente de s'isoler une nouvelle fois. Mais l'âne ne cède plus. Leur dispute est l'un des rares moments où le compagnon comique cesse d'être un simple moteur d'énergie. Il connaît le secret de Fiona, il connaît le malentendu, et il voit que Shrek se cache derrière la même peur qui a construit son marais. Il lui explique enfin que Fiona ne parlait pas de lui, elle parlait d'elle-même. Cette révélation ne résout pas tout d'un coup, mais elle enlève à Shrek l'excuse de l'ignorance. Il comprend qu'il a entendu une blessure qui ne lui appartenait pas et qu'il l'a transformée en preuve contre lui-même. Il comprend aussi que Fiona a accepté Farquaad sans connaître ce que Shrek ressent. Il reste à agir. Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à éviter les situations où son cœur peut être exposé, traverser Duloc pour interrompre un mariage est une épreuve bien plus grande que franchir le pont du dragon. Le retour vers Duloc est lancé par une image parfaitement adaptée au ton du film. Le dragon, désormais attaché à l'âne, surgit dans le ciel et transporte les deux amis vers le château. Ce n'est pas une arrivée noble. C'est une intrusion bruyante, comique et impossible à ignorer. Mais elle marque aussi un vrai changement. Dans la première moitié, Shrek avance parce qu'un marché l'y oblige. Cette fois, il avance parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre avant son confort. Il ne sait pas ce qu'il dira. Il ne sait pas si Fiona lui pardonnera. Il part quand même. À Duloc, tout est prêt pour donner à Farquaad ce qu'il veut.
Les habitants sont rassemblés comme un décor humain. Le mariage est court, réglé, sans place pour l'imprévu. Fiona est vêtue comme la princesse qu'elle a appris à jouer, mais elle n'a pas l'air heureuse. Elle connaît à présent le prix de son secret. Elle sait que la nuit arrive et qu'elle va devoir révéler sa forme à un homme dont elle ne connaît ni la bonté ni la patience. Elle ne cherche pas vraiment à épouser Farquaad. Elle essaie de respecter la solution qu'on lui a enseignée depuis l'enfance. Le sort devait se terminer par un mariage. Alors elle se cramponne à cette règle, même si tout ce qu'elle a vécu avec Shrek lui a montré qu'une règle peut être mauvaise. Farquaad n'écoute toujours pas. Il traite la cérémonie comme le dernier acte d'une prise de pouvoir. La question qui l'intéresse n'est pas de savoir si Fiona veut de lui, ni même si elle va bien. Il veut savoir quand la couronne sera à lui. Sa petitesse physique, que le film utilise pour la comédie, n'est jamais présentée comme sa faute morale. Le problème de Farquaad est ailleurs. Il compense son insécurité en exigeant que tout le monde se plie à son image. Il a expulsé les créatures de conte parce qu'elles troublent son ordre. Il veut épouser Fiona parce qu'elle lui donne une légitimité décorative. Il ne peut aimer personne, parce qu'aimer suppose d'accepter qu'une autre personne ne soit pas un objet dans son château miniature. Shrek interrompt la cérémonie au moment où la cour attend le consentement de Fiona. Son arrivée a d'abord l'allure d'un nouveau gag. Il descend du dragon, franchit les gardes, provoque la foule et utilise le chaos pour atteindre la salle. Mais la scène ne vaut pas seulement par son désordre. Shrek, qui redoutait le regard des autres, entre volontairement dans le lieu le plus hostile à sa présence. Il sait que chaque visage le jugera. Il sait que Farquaad le traite comme une créature inférieure. Il ne peut plus se protéger derrière l'idée que l'isolement est un choix tranquille. Pour être honnête avec Fiona, il doit accepter l'humiliation qu'il a passé le film à fuir. Lorsqu'il lui parle, il ne devient pas soudain élégant. Il n'a pas préparé de grandes déclarations, et le film a la sagesse de ne pas lui en donner une. Il dit ce qu'il peut dire. Il l'aime, il s'est trompé. Il ne veut pas la laisser épouser Farquaad sans qu'elle connaisse la vérité. Cette simplicité est essentielle. Shrek ne gagne pas Fiona en se transformant en prince de conte. Il gagne une chance parce qu'il cesse enfin de jouer l'ogre qui n'a besoin de personne. Son courage ne se mesure pas à sa force physique, déjà évidente depuis le tournoi. Il se mesure à la manière dont il accepte de montrer son besoin. Fiona hésite, puis la nuit tombe. Sa métamorphose se produit devant tous. Farquaad découvre que sa princesse est une ogresse et réagit exactement comme Shrek l'avait toujours redouté. Avec dégoût, avec peur, avec l'idée qu'une apparence suffit à annuler une personne. Le film pousse la situation jusqu'au bout. Farquaad ordonne qu'on arrête Shrek et qu'on enferme Fiona. Son amour pour la pureté du décor se révèle alors incapable de supporter la réalité. À ses yeux, ce qui ne rentre pas dans le portrait officiel doit disparaître. La résolution arrive par le dragon, autre créature que Duloc avait transformée en menace utilitaire. Elle surgit, avale Farquaad et met fin à son règne de manière brutale, mais le vrai paiement émotionnel se joue ailleurs. Fiona a reçu le baiser de son véritable amour. Elle attend donc de devenir la version humaine qu'elle croyait devoir retrouver. La magie agit, mais le résultat surprend tout le monde. Elle demeure une ogresse. Son véritable amour ne l'a pas ramenée à une forme acceptable selon les contes. Il l'a révélée dans une forme qui correspond à ce qu'elle est déjà devenue, ou peut-être à ce qu'elle a toujours été sous le sort. La formule du conte promettait que Fiona deviendrait belle. Le film ne prétend pas que la beauté n'existe pas. Il déplace simplement la question. Belle pour qui? Selon quel regard? Dans le monde de Farquaad, la réponse est donnée par les tableaux, les cérémonies et les lois qui expulsent tout ce qui dérange. Dans la relation entre Shrek et Fiona, elle est donnée par la reconnaissance. Shrek la regarde après sa métamorphose avec la même affection, et Fiona commence enfin à se regarder autrement, parce qu'elle n'est plus seule à porter son secret comme une faute. Le baiser ne guérit pas une personne en la transformant selon une norme. Il rend possible une vérité que Fiona refusait. Voilà pourquoi le dernier retournement reste plus fort qu'une simple plaisanterie. Le récit aurait pu conclure que l'amour convertit l'ogresse en jolie princesse, ce qui aurait validé tout ce qu'elle craignait depuis le début. À la place, la magie confirme la forme que les contes traditionnels auraient exclue. Le film ne détruit pas le principe du baiser de véritable amour. Il le force à tenir sa promesse d'une manière moins confortable. Après la chute de Farquaad, les créatures de contes peuvent revenir dans le marais. Au début de l'histoire, cette perspective représentait pour Shrek une invasion insupportable. À la fin, elle participe à son mariage avec Fiona. Rien n'indique que Shrek est devenu soudain sociable avec tout le monde ou que son marais cesse d'être son refuge. La différence est plus modeste et plus juste. Il n'a plus besoin de confondre refuge et prison. Il peut garder son espace, ses habitudes et son caractère, tout en laissant entrer des personnes qui l'aiment réellement. La cérémonie finale est volontairement imparfaite. Il n'y a pas de château blanc, pas de royaume immaculé, pas de couple qui paraît conçu pour une couverture de livre. Il y a un marais, des amis improbables,
Un dragon amoureux de l'âne, des créatures qui avaient été expulsées, et deux ogres qui dansent avec une joie dont personne ne contrôle la forme. La reprise de I'm a Believer termine le film avec une énergie de fête plutôt qu'avec une morale solennelle. C'est le bon choix. Shrek ne veut pas être admiré à distance. Il veut être vécu comme une histoire qui donne envie de rester dans la pièce après la fin. Le dernier plan ne dit pas que tous les conflits du monde ont disparu. Duloc a perdu son tyran, mais les préjugés qui ont blessé Shrek et Fiona ne se dissolvent pas par magie. Ce qui a changé, c'est leur position face à ces préjugés. Shrek n'a plus besoin de les anticiper à chaque seconde. Fiona n'a plus besoin de s'astreindre à une apparence qui la fait souffrir. Et l'âne, qui cherchait surtout quelqu'un avec qui parler, a fini par construire le lien qui permet aux deux autres de s'entendre. Son rôle n'est pas secondaire. Sans lui, Shrek serait resté enfermé dans son malentendu. Fiona aurait épousé Farquaad, et le conte aurait conservé sa forme la plus triste. Cette fonction de l'âne explique pourquoi il ne se réduit jamais au compagnon drôle. Il fait rire parce qu'il envahit les silences. Mais cette insistance est aussi une forme de générosité. Là où Shrek attend le rejet, l'âne revient. Là où Fiona veut cacher sa métamorphose, l'âne pose assez de questions pour qu'elle puisse enfin parler. Là où les deux héros se blessent par absence d'explication, il relie les morceaux. Il n'est pas parfait. Il peut être fatigant, indiscret et égoïste dans son besoin d'attention. Mais sa parole continue rappelle qu'une relation ne se maintient pas par magie. Quelqu'un doit parfois refuser de laisser l'autre partir seul. Fiona, de son côté, traverse une transformation qui ne dépend pas seulement de son apparence. Au début, elle est convaincue que sa vie possède une forme correcte. Elle a attendu dans une tour parce qu'un sort et les récits qui l'entourent lui ont dit d'attendre. Elle a imaginé son sauvetage dans les détails, jusqu'à la façon dont elle devait être regardée. Quand Shrek entre dans sa chambre, son premier choc vient de l'écart entre le rêve et la réalité. Mais son chemin ne consiste pas simplement à abandonner le rêve pour aimer l'opposé. Il consiste à comprendre ce qu'elle désirait vraiment sous ce rêve, ne plus avoir peur d'être rejetée, choisir sa vie, être aimée dans sa totalité. Ce parcours évite de faire de Fiona une récompense passive. Shrek la sauve matériellement de la tour, mais il ne résout pas son problème à sa place. Elle décide de suivre le groupe. Elle se défend dans la forêt. Elle accepte d'abord Farquaad, puis choisit finalement de ne pas se laisser enfermer dans ce mariage. Même son secret ne devient pas un outil dramatique contrôlé par les hommes autour d'elle. Elle le confie à l'âne avant de le révéler publiquement lorsqu'elle n'a plus le choix. Sa peur est réelle, mais elle reste l'auteur de ses décisions. Il faut aussi regarder la manière dont le film traite Shrek sans l'excuser entièrement. Sa solitude a une histoire, et le scénario prend soin de nous la faire comprendre. Les humains l'ont traité comme un monstre avant de le connaître. Il a raison de se méfier de leur violence. Pourtant, cette expérience ne lui donne pas le droit de décider ce que Fiona pense ou de la repousser avant qu'elle ait parlé. Son grand défaut n'est pas d'être grincheux. C'est de transformer sa blessure en certitude. Il interprète chaque geste comme une confirmation qu'il est indésirable, puis agit de telle façon qu'il rend l'intimité presque impossible. L'âne et Fiona ne le changent pas en démentant son passé. Ils l'obligent à admettre que son passé ne peut pas écrire toutes ses décisions futures. Le marais devient alors beaucoup plus qu'un décor drôle. C'est le lieu où Shrek a construit une identité défensive. Ses pièges, ses avertissements et ses habitudes sont une architecture émotionnelle. Il aime réellement la boue et la tranquillité. Il ne faut pas nier cela. Le film ne suggère jamais qu'il doit devenir propre, poli ou citadin pour mériter l'amour. Mais il a utilisé ce goût du retrait pour cacher une attente contradictoire. Il veut que personne ne l'approche, tout en souffrant d'être seul. La faim ne détruit pas le marais. Elle le transforme en lieu partagé, ce qui est bien plus exigeant qu'un départ vers un palais. Face à lui, Duloc représente une autre manière de contrôler la peur. Farquaad ne se cache pas dans l'isolement. Il fabrique un monde qui exclut tout ce qui le dérange. Ses rues vides sont l'inverse du marais encombré. Chez Shrek, le désordre est naturel et vivant. Chez Farquaad, l'ordre est imposé, et il exige des victimes. Cette opposition est l'une des raisons lesquelles la satire du film reste lisible même lorsque les références précises vieillissent. Le problème n'est pas seulement un méchant vaniteux. C'est la tentation de confondre une image propre avec une société juste. Le choix de la comédie empêche cette idée de devenir pesante. Les personnages ne passent jamais des minutes à expliquer les injustices de Duloc. Elles apparaissent dans les cages, les expulsions, les chansons trop souriantes et les petites humiliations. Même le miroir magique, qui pourrait être un objet noble de conte, doit travailler comme une machine à divertissement pour satisfaire son maître. Chaque élément merveilleux se retrouve ramené à une fonction utilitaire ou décorative par Farquaad. L'ironie est plus efficace parce qu'elle s'insère dans l'action au lieu de s'arrêter pour délivrer un message. En 2001, cette manière de bousculer les contes donnait à Shrek une énergie particulière. Le film s'inspire librement du livre illustré Shrek
de William Steig, publié en 1990, mais il construit une histoire très différente autour des figures populaires du patrimoine des contes. Les références ne sont pas seulement là pour faire reconnaître des personnages connus. Elles créent un terrain que le public croit savoir lire. Une princesse dans une tour appelle un chevalier, un dragon appelle une bataille, un royaume appelle une cour. Shrek utilise ces attentes comme des portes, puis les déplace sans cesse. Cette stratégie pourrait facilement devenir un simple catalogue de clins d'œil. Le film évite ce piège parce que chaque renversement sert une relation. Le dragon ne tombe pas amoureux de l'âne uniquement pour surprendre. Cela permet à la créature la plus intimidante de sortir du rôle de gardienne et de participer au dernier acte. Fiona ne se bat pas contre Robin des Bois uniquement pour ridiculiser les chansons de héros. Cela montre que sa personnalité dépasse la posture qu'elle jouait dans la tour. Shrek ne sauve pas la princesse comme un chevalier pour gagner une blague isolée. Cela prépare la question centrale. Pourquoi la forme du héros devrait-elle décider de sa valeur? Le film possède aussi une confiance rare dans le mélange de niveaux. Les enfants peuvent suivre une aventure claire. Un ogre veut récupérer sa maison. Il libère une princesse, tombe amoureux et affronte un tyran. Les adultes peuvent entendre les piques contre les loisirs standardisés, les mariages de convenance, la consommation d'images parfaites et la manière dont les institutions transforment la différence en problème. Aucun de ces niveaux ne demande de mépriser l'autre. La comédie populaire n'est pas une façade pour une dissertation cachée. Elle est le moyen par lequel l'idée devient mémorable. Cette économie se retrouve dans la caractérisation. Shrek a une voix rude, un corps imposant, des habitudes répugnantes et une grande capacité à faire peur. Il n'est jamais adouci pour devenir acceptable. Fiona n'est pas réécrite comme une guerrière moderne qui mépriserait entièrement la romance. Elle aime les contes, elle espère être aimée, elle rêve d'un avenir heureux. L'âne n'est pas transformé en sage silencieux malgré son importance. Farquaad reste mesquin et ridicule. Le film conserve les qualités qui rendent ces personnages amusants, puis les laisse produire de vraies conséquences. La structure de l'histoire participe beaucoup à cet effet. Le premier acte semble annoncer une mission simple: débarrasser le marais, aller au château, ramener Fiona. Le deuxième acte ralentit juste assez pour que l'amitié et l'attirance puissent naître sur la route. Le troisième acte ne propose pas un adversaire plus puissant que le dragon. Il retourne vers le malentendu émotionnel. Cette décision est intelligente. Le danger physique a déjà été vaincu au château. Ce qui reste à surmonter est la peur de Shrek et la honte de Fiona. Le film comprend que le véritable obstacle n'est pas Farquaad, même s'il doit être éliminé. C'est l'idée qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Le retour du dragon au mariage condense cette construction. Au départ, le dragon incarne l'épreuve la plus évidente du conte. À la fin, il devient l'allié qui détruit l'autorité la plus toxique de l'histoire. Ce n'est pas une révélation compliquée, mais c'est un paiement satisfaisant parce que le film l'a préparé par la relation de l'âne avec lui. De la même manière, les créatures de conte qui encombraient le marais au début ne disparaissent pas. Elles reviennent pour célébrer. Leur présence a changé de sens parce que Shrek a changé de relation à elle. Le miroir possède une fonction comparable. Il sert d'abord à Farquaad pour choisir une épouse et surveiller Fiona. Il pourrait n'être qu'un outil de méchant, mais il révèle surtout la vision superficielle du souverain. Farquaad demande au miroir de transformer les êtres en options. Il ne veut pas savoir qui est Fiona. Il veut savoir laquelle des trois candidates produit le meilleur résultat pour lui. Lorsque le miroir lui montre Fiona pendant le voyage, il la voit encore comme un visage dans un cadre. Shrek, qui n'a pas de palais ni de miroir, apprend au contraire à regarder une personne au-delà de ce qu'elle présente au monde. Il serait toutefois trop simple de dire que Shrek rejette toute forme de conte de fées. Le film ne détruit pas le plaisir des chansons, des créatures fantastiques, des châteaux et des baisers. Il les utilise avec enthousiasme. La musique, les couleurs, le dragon, les transformations et le mariage final appartiennent pleinement au genre qu'il détourne. Ce qu'il refuse, c'est la règle selon laquelle ces éléments ne seraient valables que s'ils restent réservés au corps, aux voix et aux vies approuvées par le royaume. Shrek ne remplace pas le merveilleux par le cynisme. Il élargit qui a le droit d'y entrer. Cette nuance explique pourquoi son humour tient mieux qu'une parodie qui se contenterait de reconnaître des références. Une référence peut s'user. Une idée bien attachée à un personnage garde son effet. Quand Fiona détruit l'attaque de Robin des Bois, on comprend qu'elle ne sera pas la princesse attendue. Quand l'âne séduit le dragon, on comprend que la peur et l'apparence peuvent tromper. Quand Shrek met fin au tournoi, on comprend que les chevaliers ne possèdent pas automatiquement le courage. Chaque gag déplace un peu le centre de gravité du conte. La manière dont les voix portent cette écriture compte aussi. Mike Myers donne à Shrek une présence qui peut passer d'un grognement intimidant à une fragilité presque embarrassée sans que le personnage cesse d'être lui-même.
Eddie Murphy fait de l'âne un torrent verbal, mais son énergie ne masque jamais tout à fait le besoin de proximité qui l'anime. Cameron Diaz joue Fiona avec assez de conviction dans le rôle de princesse pour que sa libération progressive ne ressemble pas à une trahison de ce qu'elle était. John Lithgow donne à Farquaad une politesse qui rend sa cruauté encore plus comique et plus froide. Ces interprétations ne demandent pas que les personnages deviennent réalistes au sens strict. Elles leur donnent des contradictions suffisamment nettes pour que la caricature puisse émouvoir. L'animation aide ce travail. Shrek est un film fabriqué en images de synthèse par PDI et DreamWorks. En 2001, il arrive dans une période où l'animation numérique cherche encore sa place entre la prouesse technique et l'expression des personnages. Le film ne tente pas de faire oublier qu'il est artificiel. Ses décors ont parfois quelque chose de tactile, mais ils restent stylisés, volontairement expressifs. La boue, les textures de pierre, les forêts et les costumes servent la sensation d'un monde matériel sans chercher une imitation froide du réel. Cette distance donne à la comédie le droit d'être grossière, rapide et visuelle. La différence entre les lieux est particulièrement parlante. Le marais est humide, irrégulier, rempli de sons et de matière. Les maisons de Duloc ont des lignes nettes, des couleurs plus contrôlées, des espaces trop vides. Le château du dragon combine la grandeur d'un conte et la menace d'un piège. Le film ne s'arrête pas pour commenter ces oppositions, mais elles soutiennent le trajet des personnages. Shrek commence dans un lieu qui lui ressemble, traverse des espaces qui tentent de le réduire à une menace, puis revient chez lui avec une définition plus large de ce qu'un foyer peut contenir. La musique participe au même mélange. Les chansons populaires ne sont pas posées au-dessus des scènes pour leur donner une émotion générique. Elles arrivent souvent avec une énergie qui contredit ou bouscule ce qu'on attend d'un conte. All Star de Smash Mouth accompagne d'emblée l'entrée dans un univers qui préfère l'impertinence au cérémonial. La reprise de I'm a Believer ne conclut pas par une balade de cour. Elle transforme le mariage en fête collective. Ces choix font partie de l'identité de Shrek parce qu'ils signalent que l'histoire ne demandera jamais aux spectateurs de respecter ses traditions plus que ses personnages. La réception du film confirme à quel point cette proposition a rencontré son époque. Shrek a connu un immense succès commercial, approchant les 500 millions de dollars de recettes mondiales, et il a remporté le premier Oscar du meilleur film d'animation. Il a également été sélectionné en compétition au Festival de Cannes, une place rare pour un film d'animation à cette échelle. Ces faits comptent moins comme trophée que comme indice. Le film n'a pas été reçu uniquement comme un divertissement pour enfants. Il a imposé une forme d'animation grand public capable de jouer avec les références, d'oser des personnages peu conventionnels et de parler à plusieurs générations sans les séparer. Son succès a aussi modifié ce que beaucoup de studios ont voulu reproduire. Après Shrek, les contes renversés, les héros imparfaits, les morceaux de culture populaire et l'humour à double lecture sont devenus des réflexes fréquents dans l'animation. C'est un héritage ambigu. Une formule efficace peut devenir une recette, et certains films ont retenu seulement l'idée de faire des clins d'œil ou de moquer les histoires anciennes. Ce que Shrek possède de plus difficile à copier, c'est la précision de son cœur émotionnel. Ces plaisanteries fonctionnent parce que les personnages ont quelque chose à perdre. Sans la solitude de Shrek, la honte de Fiona et l'obstination de l'âne, il ne resterait qu'un jeu de référence. Le film a parfois été décrit comme une réponse irrévérencieuse au modèle de prince et princesse qui dominait alors l'imaginaire familial. Cette lecture est juste à condition de ne pas la réduire à un combat de marque ou à une simple envie de provoquer. Shrek connaît très bien le charme des récits qu'il détourne. Il sait qu'un château sur une montagne, une princesse endormie et un baiser peuvent émouvoir. Sa vraie critique porte sur la manière dont ces images deviennent oppressantes lorsqu'on les présente comme l'unique version possible du bonheur. Fiona ne doit pas renoncer au romantisme. Elle doit trouver un romantisme qui ne lui demande pas d'avoir honte de son corps. Le choix de rendre Shrek et Fiona semblables à la fin a donc une logique plus profonde que l'effet de surprise. S'ils avaient été séparés par une transformation qui rendrait Fiona humaine et Shrek ogre, le film aurait suggéré que leur amour dépend d'un compromis entre deux mondes. En les réunissant comme ogres, il affirme que l'univers des contes peut contenir leur apparence sans la corriger. Leur couple ne fonctionne pas parce que l'un accepte charitablement la différence de l'autre. Ils fonctionnent parce qu'ils reconnaissent une expérience commune et choisissent de construire leur vie à partir d'elle. Cette décision a été préparée avec soin. Shrek est montré dès le début comme quelqu'un de capable de soin malgré ses manières. Fiona révèle peu à peu qu'elle possède une part de lui dans sa force, son appétit et son goût du combat. Leur compatibilité n'est pas seulement physique ou visuelle. Elle apparaît dans leur manière de rire, de résister à la norme et de se sentir mieux loin des cérémonies. Lorsque Fiona se transforme, la scène ne fabrique pas un nouveau personnage. Elle rend visible ce que le voyage avait déjà rapproché.
Le film garde pourtant une limite intéressante. Il ne cherche pas à résoudre toutes les contradictions de la représentation par une seule formule. Les créatures de conte restent très différentes les unes des autres. Et beaucoup existent d'abord comme des présences comiques. Farquaad est puni, mais la société qui l'a soutenu n'est pas examinée en détail. Shrek et Fiona trouvent une issue personnelle, pas une réforme politique complète de leur monde. C'est peut-être une force plutôt qu'une faiblesse. Le récit reste concentré sur le changement d'une relation et d'un foyer. Il n'a pas besoin de promettre qu'un mariage heureux répare tout. Pour mesurer ce que Shrek réussit, il faut revenir à la première impression qu'il donne de son héros. Le film ne demande jamais au spectateur de trouver Shrek séduisant avant de le connaître. Il lui donne des gestes grossiers, une maison peu accueillante, une manière de manger qui coupe court à tout glamour, et une joie presque enfantine à terroriser les villageois. Cette entrée est risquée. Si le récit rendait Shrek immédiatement doux, sa leçon serait beaucoup trop facile. Il faudrait seulement regarder assez attentivement pour découvrir la gentillesse cachée sous l'apparence laide. Or, Shrek n'est pas gentil au début. Il est défensif, irritable et parfois injuste. C'est parce que le film accepte ce défaut que son évolution peut avoir du poids. Les villageois participent à cette complexité. Ils ne sont pas de simples victimes innocentes d'un ogre qui les effraie. Ils arrivent de nuit avec des torches et l'idée de le capturer ou de le tuer. Leur peur se nourrit de récits qu'ils ont déjà entendus sur les ogres. Shrek exploite cette peur, ce qui renforce ensuite leur conviction. Le cercle est fermé. Ils le traitent comme un monstre. Ils jouent le monstre pour les éloigner. Puis leur réaction devient la preuve qu'il avait raison de se protéger. Le film décrit ce mécanisme en une scène comique, mais il le fait revenir dans toute l'histoire. L'identité de Shrek est moins une essence qu'un rôle dont personne ne lui a laissé la possibilité de sortir. La présence des créatures de conte dans le marais répète le même problème sous un autre angle. Elles sont elles aussi définies par leurs différences, chassées de Duloc et réduites à un encombrement. Shrek les voit d'abord avec le regard d'un propriétaire dont le confort a été violé. Il ne pense pas à la violence qui les a poussés chez lui. Cette cécité est utile au scénario. Elle empêche Shrek d'être présenté comme un marginal naturellement solidaire de tous les autres marginaux. La souffrance ne rend pas automatiquement généreux. Il faut parfois que quelqu'un rappelle ce que les autres subissent avant qu'une solidarité devienne possible. L'âne remplit souvent cette fonction, même lorsqu'il ne prononce pas de discours. Son enthousiasme paraît irréaliste parce qu'il naît dans un monde qu'il a déjà rejeté. Pourtant, ce n'est pas de la naïveté pure. Il a vu les hommes essayer de le capturer, il sait qu'il est vulnérable, et il comprend très vite que Shrek voudrait se débarrasser de lui. Son choix est de ne pas laisser cette connaissance décider de toute sa conduite. Il prend Shrek au sérieux quand il est en danger, mais il ne sanctifie pas sa mauvaise humeur. Il lui parle comme à un ami possible dès le départ. Cette confiance est envahissante, mais elle devient la première brèche dans le système de défense de l'ogre. Le passage du tournoi mérite aussi d'être regardé au-delà du gag de combat. Farquaad réunit des chevaliers dans une arène pour organiser le sauvetage d'une femme absente. Tous les codes de la noblesse sont là, les armures, les règles, les spectateurs, la récompense accordée par le souverain. Shrek entre sans appartenir à aucune de ces catégories. Il gagne parce qu'il ne joue pas le jeu attendu. Il ne fait pas semblant d'être un chevalier, il ne cherche pas à parler correctement, il utilise sa force et son environnement. Farquaad l'envoie pourtant accomplir la mission. Le royaume qui prétend défendre l'ordre a besoin de l'étranger qu'il méprise dès qu'il sert ses intérêts. Cette contradiction rend Farquaad plus précis qu'un simple méchant de cartoon. Il ne déteste pas vraiment le désordre parce qu'il est désordre. Il déteste le désordre qu'il ne peut pas administrer. Les créatures de conte peuvent être enfermées, vendues ou employées dans un spectacle, mais elles ne doivent pas exister librement dans Duloc. Le miroir magique peut rester au château, à condition de donner des informations utiles. Le dragon peut garder une tour, à condition de rester loin. Fiona peut devenir reine, à condition de ressembler à l'image qu'il veut épouser. Farquaad ne s'intéresse jamais à la vie intérieure de ces êtres. Il organise leurs fonctions. Dans cet univers, le château du dragon est une prison dans une prison. Fiona est enfermée par le sort et par le récit qui l'accompagne. Le dragon est enfermé dans le travail de gardienne. On peut même dire que Shrek et l'âne entrent dans la tour avec leur propre rôle, le monstre et le compagnon ridicule. La réussite de la séquence vient de ce que personne n'en sort exactement comme il y est entré. Fiona découvre un sauveteur qui ne lui donne pas la scène rêvée. L'âne découvre que le dragon peut répondre à l'affection. Shrek découvre que sa mission exige de tenir compte du désir d'une autre personne, même s'il n'est pas prêt à le faire correctement. Le château n'est pas seulement une épreuve physique, c'est la première machine qui dérègle leur personnage. Le film sait d'ailleurs jouer avec le rythme du conte sans le répéter. Dans une version traditionnelle, le temps passé dans la tour serait le point culminant romantique.
Ici, il est rapide, chaotique et presque administratif. Shrek arrive, trouve Fiona, refuse les codes qu'elle réclame et repart. La vraie intimité n'apparaît qu'après, sur le chemin. Les moments décisifs ne sont pas le baiser solennel ou la remise de la couronne, mais un feu de camp, un repas, une dispute, un regard quand quelqu'un dort. Ce déplacement donne à l'histoire une émotion plus concrète. L'amour ne naît pas d'un signe magique reconnu par tous. Il se construit dans la manière dont les gens se supportent quand le voyage devient fatigant. Le groupe de trois permet au film de varier constamment sa musique intérieure. Shrek apporte la résistance et la gravité. Fiona apporte l'écart entre les règles apprises et les désirs qui débordent. Lan apporte l'élan et l'obligation de parler. Les mêmes enjeux reviennent, mais ils ne sont jamais vus de la même place. Lorsque Fiona critique les manières de Shrek, Lan peut rire de l'un et de l'autre. Lorsque Shrek se ferme, Lan ressent le rejet plus vite que Fiona parce qu'il a déjà appris à vivre avec cette inquiétude. Lorsque Fiona cache son secret, Shrek comprend la honte sans en connaître la cause. Cette circulation évite que le film devienne un face-à-face romantique trop prévisible. Le feu de camp est le centre discret de cette construction. Shrek y explique les couches de l'ogre, sans transformer son image en vérité universelle. L'idée est drôle parce que Lan la prend au pied de la lettre, mais elle contient aussi une limite. Les couches peuvent protéger, elles peuvent garder la chaleur, elles peuvent donner une saveur à ce qui se trouve dessous. Elles peuvent aussi empêcher toute rencontre si elles deviennent trop épaisses. Le reste du film montre précisément cela. Shrek ne doit pas se dépouiller de toutes ses couches pour être aimé. Il doit accepter qu'une personne de confiance puisse les traverser sans les arracher. Fiona possède un système de couches différent. Sa forme d'ogresse apparaît seulement après le coucher du soleil, comme si son corps lui-même devait produire une séparation entre ce que le monde est autorisé à voir et ce qu'elle cache. Elle a appris à jouer le rôle de princesse avec une discipline impressionnante. Elle sait parler de destinée, chanter aux oiseaux et attendre son prince. Mais le film glisse toujours quelque chose qui déborde. Son appétit, son combat contre les hommes de Robin des Bois, la spontanéité avec laquelle elle se joint aux plaisanteries du groupe. Sa métamorphose ne crée pas ces contradictions. Elle rend visible le coût de les maintenir séparés. Il y a une cruauté particulière dans le fait que Fiona a elle-même intégré les critères de Farquaad. Elle n'a pas besoin qu'il lui dise qu'une ogresse est indigne d'être aimée. Elle le croit déjà. Le sort a été présenté à son enfance comme une attente à résoudre par l'amour, mais il l'a aussi entraînée à se voir comme une erreur provisoire. C'est pourquoi le regard de Lan compte avant même celui de Shrek. Il n'a aucun intérêt à gagner en la rassurant, aucune obligation de lui promettre une autre apparence. Il lui répond avec la connaissance la plus simple. La personne qui lui parle est toujours Fiona. Le malentendu de Shrek peut frustrer, car Lan a clairement commencé à expliquer le secret. Mais il ne repose pas sur un hasard paresseux. Shrek arrive au seul moment où la peur de Fiona prend des mots assez durs pour ressembler à ce qu'il a entendu toute sa vie. Le film ne lui demande pas d'être stupide. Il lui demande d'être prisonnier de sa propre lecture. L'amour ne se perd pas parce qu'un personnage refuse une information évidente. Il se perd parce que Shrek a construit son identité autour de l'idée que la pire interprétation est toujours la plus sûre. Ce choix le protège de l'espoir, mais il détruit aussi la possibilité de vérifier. Le montage du dernier acte répare cette erreur en inversant le premier mouvement du film. Au début, Shrek provoque les autres pour qu'ils fuient. À Duloc, il entre dans une foule qui veut le voir partir. Au début, il accepte la mission contre une récompense matérielle. À Duloc, il renonce à la tranquillité retrouvée pour dire ce qu'il ressent. Au début, Fiona attend qu'un homme fasse d'elle une princesse heureuse. À la fin, elle décide elle-même que Farquaad ne recevra ni son consentement véritable, ni son silence. La conclusion est satisfaisante parce que les gestes changent, pas parce qu'une phrase affirme que les personnages ont grandi. Cette attention aux gestes explique aussi pourquoi la scène du mariage ne cherche pas à être trop élégante. Farquaad a mis en place un spectacle impeccable. Shrek le fait dérailler par un dragon, un âne et une entrée que personne n'aurait invité. Le film choisit le désordre, mais ce désordre est plus honnête que la cérémonie. Il fait apparaître les sentiments cachés, les peurs et les intérêts réels. Le décor de Duloc ne peut survivre qu'en contrôlant chaque détail. Une fois que quelqu'un y entre avec une vérité imprévisible, il se révèle fragile. Le sens du gag est particulièrement net dans la manière dont le film traite le corps. Les contes classiques organisent souvent une hiérarchie silencieuse. Les belles personnes sont regardées comme naturellement bonnes, les monstres comme des dangers à éviter, les personnages comiques comme des aides secondaires. Shrek utilise ces positions, puis les rend instables. Le héros est massif, vert et couvert de boue. La princesse devient ogresse. Le dragon est une femelle qui peut désirer et choisir. Le petit seigneur bien vêtu est cruel. L'âne, qui paraît le plus faible, sauve la situation plusieurs fois. Le film ne supprime pas les apparences, puisqu'il en tire sa comédie.
Il refuse de les traiter comme un verdict. Cette idée est rendue encore plus claire par le regard de Farquaad. Lui aussi est victime de la comédie sur son corps, mais sa conduite ne devient jamais un prétexte pour la cruauté. Il choisit la domination, la mise en cage et la possession. Le film évite ainsi une leçon simpliste selon laquelle toute personne jugée sur son apparence serait automatiquement bonne. Ce qui sépare Shrek de Farquaad, ce n'est pas seulement la place qu'ils occupent dans l'image. C'est la manière dont ils utilisent leurs blessures ou leur pouvoir face aux autres. Shrek commence par repousser, il apprend à accueillir. Farquaad commence par contrôler, il ne change jamais. La direction d'Andrew Adamson et Vicky Jensen garde cette clarté tout au long du film. Les scènes peuvent accumuler des informations, des gags et des références, mais l'objectif immédiat reste presque toujours lisible. Shrek veut récupérer son marais. Fiona veut atteindre la sécurité qu'elle croit promise. Lan veut ne pas être abandonné. Farquaad veut une couronne. Cette simplicité donne aux scènes le droit d'être inventives. Le film n'a pas besoin de compliquer sa mythologie pour produire des surprises. Il modifie les relations et laisse les règles de compte réagir à ces modifications. Le scénario, écrit par Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman et Roger S. H. Schulman, transforme ainsi un point de départ de livre illustré en récit collectif. Le Shrek de William Steig fournit le nom de l'ogre et l'élan d'un conte à l'envers, mais le film invente son propre couple central, le parcours avec l'âne et la critique de Duloc. Cette liberté d'adaptation est importante. Le long métrage ne cherche pas à illustrer une source image par image. Il prend une idée de départ, puis l'étend dans un monde qui a besoin de personnages capables de se répondre. La fabrication a connu elle aussi une forme de transformation. Chris Farley avait d'abord été choisi pour donner sa voix à Shrek, avant sa mort en 1997. Mike Myers a ensuite repris le rôle et a finalement enregistré Shrek avec l'accent écossais devenu indissociable du personnage. Ce contexte ne remplace pas ce que l'on voit à l'écran, mais il aide à comprendre pourquoi la voix de Shrek possède une identité si forte. Elle n'essaie pas de le rendre distingué. Elle lui donne une texture, un rythme et une présence immédiatement reconnaissables, capables de porter autant l'agacement que l'embarras. Le travail de l'animation numérique a dû relever un défi semblable, rendre crédible un héros qui ne correspond pas au modèle lisse de la mascotte. Shrek a une peau texturée, des vêtements usés, des mains lourdes et une démarche qui raconte son poids. On sent que les artistes veulent que son corps occupe l'espace. Ce choix sert l'humour lorsque Shrek utilise cette masse contre les chevaliers, mais il sert aussi la vulnérabilité lorsque le personnage hésite ou se recroqueville émotionnellement. La technologie ne vaut pas ici parce qu'elle peut produire plus de détails. Elle vaut parce qu'elle donne une présence physique à un héros que les contes auraient écarté du cadre. Le film ne cherche jamais à cacher complètement les coutures de son époque. Certaines textures, certains mouvements et certaines références portent les marques du début des années 2000. Pourtant, cette datation peut devenir un charme plutôt qu'un défaut. Shrek ne dépend pas d'un réalisme photographique qui aurait besoin de rester invisible. Son identité repose sur une expressivité claire, une grimace, un geste, une hésitation, un décor trop parfait pour être innocent. Quand l'animation sert cette lisibilité, elle vieillit souvent mieux que la seule recherche de prouesse. Le rôle de la musique populaire s'inscrit dans cette même volonté de ne pas traiter le conte comme un objet sous verre. Le film emprunte un langage sonore que son public associe au quotidien, à la radio et à une énergie contemporaine. Il ne prétend pas que le moyen âge imaginaire de Duloc possède naturellement ces chansons. Il les emploie pour rapprocher le récit de ceux qui le regardent. Cette décision peut sembler évidente aujourd'hui, parce qu'elle a été souvent imitée. En 2001, elle contribuait à dire que l'animation de conte pouvait être insolente, actuelle et émouvante, sans devoir adopter le ton solennel d'une légende ancienne. Une suite de références ne suffit cependant pas à créer une mémoire collective. Ce qui a rendu Shrek durable, c'est la manière dont chaque élément revient avec une fonction différente. Le livre de l'ouverture résume la version officielle du conte. Le miroir donne à Farquaad les images qui lui permettent de choisir et contrôler. La tour enferme Fiona dans un rêve codifié. Le marais paraît d'abord être une forteresse, puis devient le lieu de la célébration. Ces objets et lieux composent un récit sur les cadres physiques, les cadres sociaux, les cadres mentaux. Le film ne demande pas de les faire disparaître tous. Il demande de savoir quand ils empêchent de voir une personne. La réussite de Shrek est également liée à son refus du personnage parfait. Shrek et Fiona ne deviennent pas agréables à chaque minute. L'âne ne cesse pas d'être agaçant parce qu'il est utile. Le dragon reste dangereux même lorsqu'il devient allié. Cette persistance des défauts protège la comédie. Les personnages peuvent s'aimer sans être polissés jusqu'à ne plus avoir de relief. Leur bonheur final n'efface pas leurs habitudes. Il leur donne un environnement dans lequel ces habitudes n'ont plus besoin de servir d'armure. On peut enfin voir dans le film une réflexion très simple sur le récit lui-même.
Farquaad aime les histoires parce qu'elles lui fournissent des images faciles à contrôler. Fiona aime les histoires parce qu'elles lui ont promis une sortie à sa solitude. Shrek les rejette parce qu'elles semblent toujours parler de quelqu'un d'autre. Lan les traverse sans grand respect, en cherchant surtout de la compagnie. Le film réunit ces 4 rapports au conte et prend position sans le dire. Une histoire devient dangereuse quand elle décide qui mérite d'y être heureux. Elle devient vivante lorsqu'elle laisse ses personnages déborder de la place prévue. Cette lecture donne un relief différent au premier geste de Shrek lorsqu'il ferme son livre. Ce n'est pas le geste d'un homme qui déteste le merveilleux. C'est le geste d'un homme qui a compris que le merveilleux tel qu'il est raconté ne possède pas de place pour lui. À la fin, il n'a pas été convaincu par les mêmes pages. Il a forcé l'histoire à changer de forme. Le livre n'est pas réparé par une leçon abstraite. Il est corrigé par ce que Shrek, Fiona et Lan ont fait en dehors de son scénario. La précision du rythme contribue énormément à cette impression. Shrek ne laisse presque jamais une idée rester seule trop longtemps. Une séquence de sentiments est suivie d'une interruption comique, une blague physique laisse place à une information importante, une référence familière est déplacée vers une situation inattendue. Cette alternance ne signifie pas que le film a peur de l'émotion. Au contraire, elle lui donne de l'air. Lorsque Shrek parle de ce que les gens attendent d'un ogre, la scène reste drôle parce que Lan refuse de prendre l'image de l'oignon, avec le sérieux qu'elle réclame. Mais la blague ne détruit pas l'aveu. Elle lui permet de rester prononcée par un personnage qui ne saurait pas tenir une longue confession. Fiona bénéficie du même traitement. Ses moments de princesse sont souvent suivis d'un geste qui les trouble. Elle réclame un baiser, puis doit courir à travers un château. Elle s'efforce de sembler délicate, puis combat ses agresseurs. Elle voudrait faire attendre Farquaad, puis doit admettre que son secret la pousse à accepter trop vite. Le film ne se moque pas d'elle parce qu'elle a rêvé d'un conte. Il se moque plutôt de la rigidité du rôle qu'elle croit devoir accomplir. Sa libération devient touchante parce qu'elle conserve ce qui lui plaît dans le rêve, mais cesse de sacrifier tout le reste pour lui ressembler. Le moment où les 3 voyageurs dorment dans la forêt résume cette méthode. Rien de spectaculaire ne se produit. Personne ne gagne un combat. Pourtant, les distances changent. Fiona écoute Shrek sans qu'il le sache. Lan comprend que l'ogre n'est pas seulement hostile. Shrek accepte que son compagnon soit encore là au matin. Dans un récit plus pressé, cette scène servirait de transition. Ici, elle donne à la suite un appui émotionnel. Quand le malentendu éclate, le spectateur ne regrette pas seulement une romance annoncée. Il regrette une petite communauté qui venait de se former. La comédie de Farquaad fonctionne à partir d'un principe voisin. Le film souligne sa vanité, ses mises en scène et son autoritarisme sans avoir besoin de lui donner de grandes tirades maléfiques. Il suffit de le voir choisir sa future épouse comme un article de catalogue, organiser un tournoi sans s'exposer au danger, ou presser le mariage alors que Fiona demande du temps. Ces décisions sont toujours très simples, ce qui les rend plus révélatrices. Là où Shrek rend la vie compliquée parce qu'il a peur d'être blessé, Farquaad la rend simple parce qu'il ne reconnaît pas les blessures des autres. La différence entre les 2 hommes devient particulièrement claire lorsqu'il parle à Fiona. Farquaad décide pour elle. Il choisit le moment du mariage, la place qu'elle doit occuper, le visage qu'il veut voir à son côté. Shrek commet aussi une erreur en interprétant son secret à sa place, mais le récit le force à en payer le prix et à revenir demander une chance. Cette distinction ne rend pas Shrek irréprochable. Elle montre qu'une relation peut survivre à une faute lorsqu'une personne accepte de l'admettre. Farquaad, lui, ne reconnaît jamais l'existence d'une faute, puisque son désir lui paraît suffire à organiser le monde. Le dragon mérite aussi mieux que le statut de plaisanterie romantique. Sa relation avec Lan fait rire parce qu'elle inverse la peur et la séduction, mais elle continue le motif du film. Les êtres auxquels on attribue une fonction unique ont une vie qui dépasse cette fonction. Le dragon a été placé là pour empêcher l'accès à Fiona. Lan la voit d'abord comme une menace, puis lui parle et découvre une réponse. Ce n'est pas une morale sur la nécessité de s'approcher de tout danger. C'est une manière de rappeler que le récit de Farquaad, comme les contes les plus figés, traite les personnages secondaires comme des mécanismes. Shrek leur rend des désirs propres. Ce respect des personnages périphériques donne de la texture au monde. Les 3 petits cochons, le loup, Pinocchio et les autres, n'ont pas besoin de recevoir une intrigue complète pour exister. Ils portent avec eux une mémoire de conte que le film utilise comme raccourci, puis il les déplace juste assez pour qu'ils deviennent des voisins plutôt que des figurines. Quand ils envahissent le marais, leur présence est drôle parce qu'elle est concrète. Ils occupent une table, un lit, un espace que Shrek croyait privé. Quand ils reviennent à la fin, la même présence se transforme en fête. Le changement n'est pas dans leur personnalité, il est dans le regard de Shrek. Cette économie permet également au film de rester très accessible. La situation principale peut être résumée en une phrase, mais ses conséquences se déploient à plusieurs niveaux.
Un enfant comprend la quête et la comédie. Un adolescent peut reconnaître l'embarras de Fiona ou la peur de Shrek de ne pas être à la hauteur. Un adulte peut remarquer la satire de Duloc et la manière dont les personnages s'enferment eux-mêmes dans les images qu'on leur a données. Chacun reçoit une histoire complète, pas une leçon réservée à un public particulier. L'ampleur de son héritage explique aussi pourquoi Shrek reste présent bien au-delà de sa sortie. Certaines images, certaines chansons et certaines attitudes du film ont circulé parce qu'elles sont immédiatement identifiables. Mais cette circulation a parfois aplati le personnage, réduit à son apparence verte, à son marais ou à quelques plaisanteries. Revoir le film rappelle que sa popularité n'est pas née uniquement d'une mascotte. Elle vient d'un équilibre difficile entre moquerie et tendresse. Le récit sait être impertine sans mépriser ses héros et affectueux sans les rendre lisses. Cet équilibre est particulièrement visible dans la dernière transformation de Fiona. La scène peut être reçue comme une victoire immédiate, et elle l'est. Mais elle contient aussi un instant de silence. Fiona regarde sa nouvelle forme, s'attend à une déception, puis voit Shrek lui répondre sans hésiter. Le film ne prétend pas que l'acceptation de soi est une décision magique qui se produit en une seconde. Il donne à Fiona une expérience concrète qui contredit la peur qu'elle portait depuis l'enfance. Pour la première fois, l'apparence qu'elle cache ne met pas fin à la relation qu'elle désire. Ce fait ouvre un autre avenir. Shrek reçoit un équivalent dans la façon dont il revient au marais. Il n'abandonne pas l'endroit qui lui a permis de vivre. Il cesse simplement d'y être seul par principe. La nuance est importante. Beaucoup de récits d'amour demandent au héros marginal de rejoindre le palais, de changer de tenue, de devenir acceptable pour le groupe dominant. Shrek ne fait rien de cela. Le groupe vient à lui, et il peut choisir de l'accueillir parce que l'amour ne lui demande plus d'effacer ce qu'il est. Le conte ne s'achève pas à Duloc, chez Farquaad, mais dans un lieu que celui-ci aurait sans doute voulu nettoyer ou éliminer. Il y a là une dernière ironie très douce. Shrek part du marais parce que sa maison a été envahie. Il revient avec une épouse, un meilleur ami, un dragon dans son entourage et les mêmes créatures de conte qu'il voulait expulser. Objectivement, son espace est encore moins tranquille qu'au début. Pourtant, il a obtenu quelque chose qu'il ne savait pas demander, non pas la paix vide, mais une vie dans laquelle il n'a plus besoin de faire peur pour protéger son cœur. Le titre lui-même résume cette confiance. Shrek n'est pas le nom d'un royaume, d'une prophétie ou d'une promesse de grandeur. C'est le nom d'un personnage que les autres auraient préféré tenir hors champ. Le film place ce nom au centre et ne l'abandonne jamais, même lorsque le conte réclame un prince, une princesse parfaite ou une fin plus présentable. Cette fidélité donne au dernier mariage sa force. Shrek ne reçoit pas un rôle respectable en échange de sa victoire. Il reste Shrek, bruyant, maladroit, émotif quand il voudrait paraître impassible, attaché à son marais et désormais capable de le partager. Fiona ne devient pas la version corrigée d'elle-même non plus. Leur union ne récompense pas une conformité enfin obtenue. Elle récompense le moment où chacun cesse de prendre la peur pour une vérité. C'est une différence discrète, mais elle explique pourquoi la fin continue de faire sourire plutôt que de ressembler à une simple provocation. Le véritable antidote à Farquaad n'est donc pas le chaos pour le chaos. C'est la possibilité de vivre sans devoir entrer dans son cadre. Le marais final paraît désordonné, mais il accueille des personnes qui ont choisi d'être là. Duloc paraît parfait, mais son harmonie dépendait de l'exclusion et du silence. Shrek ne gagne pas en devenant l'inverse absolu de Farquaad. Il gagne en apprenant que la sécurité peut venir d'un lien libre, pas d'un mur. Cette nuance préserve le caractère du héros et donne à sa joie finale une vérité plus solide, qui résiste bien au passage du temps. Ce qui reste après le générique, ce n'est donc pas seulement le souvenir de répliques devenues célèbres, d'une chanson entraînante ou d'un ogre dans la boue. C'est la netteté avec laquelle Shrek relie sa comédie à une peur que beaucoup reconnaissent. Être regardé avant d'être connu, et décider de se cacher avant d'être rejeté. Le film comprend que cette peur peut produire deux réponses opposées. On peut devenir Farquaad, en cherchant à expulser ce qui dérange pour garder un monde propre. Ou on peut devenir Shrek au début, en expulsant les autres de sa propre vie pour ne plus risquer d'être blessé. Les deux réactions reposent sur le contrôle. Aucune ne mène au bonheur. L'âne offre une troisième réponse. Elle est moins impressionnante, moins héroïque à première vue, mais elle fait avancer toute l'histoire. Il reste. Il pose des questions. Il parle trop. Il refuse de croire que Shrek n'a besoin de personne. Et il refuse de croire que Fiona est définie par sa métamorphose. Il ne possède pas la force de l'ogre, le titre de la princesse ou l'autorité du seigneur. Il possède la capacité de créer du lien. Dans un conte où chacun a été enfermé dans un rôle, cette capacité devient la magie la plus utile. Shrek commence avec un livre qu'il referme parce qu'il ne croit pas que ses promesses le concernent. Il termine en vivant une histoire d'amour, en gardant son marais et en acceptant une communauté qu'il aurait voulu chasser quelques jours plus tôt.
Le récit ne lui donne pas une nouvelle peau, une couronne ou une manière plus respectable de parler. Il lui donne la possibilité de cesser de se défendre contre ce qu'il désire vraiment. Fiona reçoit la même chance. Ensemble, ils ne réparent pas le compte en revenant à la page prévue. Ils écrivent une fin qui leur ressemble, dans la boue, avec les mauvaises manières, les bons amis et assez de place pour que personne n'ait besoin de disparaître.